il doit y avoir au moins 8 ans d'authentique galère. 8-9, hein. C'est long, 8 ans. Ah, c'est long. T'as le temps de te remettre en cause beaucoup, de redire peut-être encore une fois, le droit, c'est toujours une option. Non mais, la fac de Poitiers reste ouverte. Tu peux toujours se réinscrire. Et tu dors toujours dans cet appartement-là? Je dors dans ma chambre de bonne tout mon cursus parisien jusqu'à l'explosion. Et quand j'explose, je finis par trouver une production. J'impose dans le contrat ils doivent m'aider à trouver un appart, sinon je bouge pas. Parce qu'à l'époque, quand je deviens vraiment chaud, je fais un vrai... D'abord, je suis à Paris, ça marche pas. Et après, je me dis, bon, là, ça marche pas. T'as dit à ton père que tu voulais le faire, t'as fait le malin. Mais là, actuellement, t'es authentiquement claqué. Tu joues devant 8 personnes, ça remplit pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais m'interroger à ce moment-là sur mes textes. Et il se trouve qu'à l'époque, je fais des textes sur la supposée grande taille du sexe des Noirs, sur le zouk, toutes ces conneries-là. Donc, tu peux rire, mais tu vas pas te dire, faut absolument que j'aille voir ce type-là. Par contre, tu peux rire sur un plateau en mode, ouais, c'était marrant, mais bon, est-ce que je vais ramener tous mes potes à son spectacle? Non, en vrai, non. C'est pas assez drôle. Non, c'est pas assez innovant, pas assez. L'angle est pas assez intéressant, c'est pas assez frais comme propos. Et donc, je vais commencer à me dire putain, là on commence, et je renoue avec ma famille, je commence à parler avec ma famille un peu, ma mère, ma grand-mère. Donc on fait une fête à un moment donné à Noël où ma mère loue un endroit là. Et donc, celle qui m'a élevé. Et donc, je commence... À l'époque, c'est l'écologie un peu. C'est un peu le sujet, société, tout le monde en parle, machin et tout. Et moi, je débarque un peu avec mon seum d'artistes qui marchent pas. Je débarque à Noël et je dis... ouais, ils sont là, ils disent, ouais... si on continue comme ça, il y aura plus de planète. Je dis, ouais, mais bon, 70 ans, moi, j'ai fait le calcul. Ça passe, hein. Donc, et là, je vois que tout le monde rit. Je fais, ah, ça les fait rire, ça? Ok. Et je me rends compte qu'en fait, en disant mon propre truc, ce que je pense vraiment, même si c'est un peu mauvais, ça passe. Donc je commence par un putain de sketch comme ça sur l'écologie, le barbecue, machin, tout ce qui est disponible en ligne, qui a fini à Montreux, la vidéo est à 2 millions, c'est un sketch que je rôde comme ça, qui cartonne, et je me rends compte que, ok, pour être drôle en humour, faut trouver sa singularité, faut trouver ce qui fait qu'on est drôle, faut être soi-même, même dans le bon comme dans le mauvais, tu comprends? Faut pas chercher à être quelqu'un de bien, en fait, il faut chercher à être toi-même. Et je fais ok, et donc je continue à galérer un peu, je fais un comité entreprise à l'époque. Comité entreprise, voilà, c'est un mouvoir à comique, hein, parce que là, t'as les mecs qui sont là. Alors, on a fait plus 5% cette année. Félicitations Mireille, félicitations Philippe. Et maintenant, le comique. Donc là... mec, il te paye pour faire des représentations dans des comités d'entreprise. Ah ouais, pour le CE d'Orange, t'arrives... Dès que t'arrives... Ah, donc, mec, dis-nous ton nom. Vraiment, tu te fais vraiment... Ils connaissent pas ton nom. Ah non, tu te fais fister au plus haut point, mon pote. C'est terrible. Et je sors de là, pour mon petit cachet, là, en cash. Ça te paye au moins, ça te paye. paye. Je prends mes 300 € en cash. Là, il y a un mec qui me dit, faites gaffe, parce que quand on tape votre nom, on tombe sur un escroc sur Google. Je me dis, oh. Du coup, je tape, et je vois que mon père est au cœur d'une histoire de corruption. Les articles sont en ligne sur la société Bengaz, qui est au cœur d'une histoire de corruption au pays. Et ça m'énerve. Mais plutôt que de l'esquiver, je me dis, ouais, tu sais quoi, pour une fois, je vais intégrer ça en humour. Je vais utiliser ma vie. Ouais, et je fais un sketch, du coup, sur la corruption, en campant un peu le rôle d'un héritier qui en a rien à foutre, que son père est un voleur. Et il y a une blague où je dis, il y a un mec du bled qui me dit, ton père est un voleur. Je dis, oui, mais toi, tu n'es pas FIFA, mon ami. Je dis, on est au Bénin, j'ai une piscine, je suis la case fraîcheur du quartier. Si tu connais pas la piscine, non, ben demande à ta sœur. Et c'est bien nager maintenant, hein. Et donc là, l'extrait, il devient viral de ouf sur les réseaux. Au Bénin, ça passe aux infos. Ah ben, sur les 2 millions en 24 heures, il y en a au moins 1,5 qui vient du pays. Hein. Mon frère, il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, machin et tout? C'est le premier sketch qui me fait exploser. Jusqu'à maintenant, me parle de mon sketch sur la corruption en Afrique de l'Ouest. Je suis reconnu. C'est ça qui te fait exploser fort? Je suis reconnu pour ce sketch-là sur la corruption, que je vais développer plus tard. Mais du coup, tu vas remplir des petites salles au début? Ah ouais, là je vais commencer. Tu sais, il y avait 8 personnes, tu passes à combien? Là je vais commencer à passer à du 50-60 assez régulièrement. Tu as des vrais rires dans Voilà, des vrais rires, je suis chaud, je suis bien, j'ai fait que des thèmes comme ça. Entre-temps, il y a aussi un sketch sur l'infidélité, parce que je suis avec une meuf qui, je suis tellement un loser, va finir par aller donner ses fesses à un barman en me disant qu'elle voulait prendre du temps pour elle. Et donc, je finis par le mettre aussi en sketch. Et l'autre connasse qui allait se faire sauter par machin. Et donc, ça, c'est pareil, c'est un sketch, ça, l'infidélité. Edgar, l'infidélité, c'est à 6 millions sur Facebook, 1 million sur YouTube. Parce que je campe le rôle d'un Renoir. C'est ta vraie vie, quoi. Ouais, la vraie vie. Ce que tu dis, en fait, oui, tu prends le drôle et le véridique. Voilà, je prends tout et je le mets en sketch. Et c'est pour ça que je vais finir par comprendre que c'est ça vraiment le don d'un artiste. C'est authentiquement faire pousser une fleur dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et se servir de choses tristes pour faire du matériel. Et d'ailleurs, tu arrives à une relation perverse avec ton boulot, où il y a des moments où tu essayes vraiment de vivre un truc triste. Ben oui! Tu dis, au moins ça va me faire un truc, ça va me nourrir. Mais oui, moi, à l'enterrement de mon père, j'arrêtais pas de me dire, ça fait un bon 15.
Ça fait un non, je te crois pas. Je te jure. Mais moi, à l'enterrement de mon père, il y a une vidéo que je vous donnerai si vous voulez. Il y a une vidéo à l'enterrement de mon père. Je démarre par un stand-up. Hein. À l'enterrement de mon père, je démarre par 6 blagues d'affilée qui cassent la salle. Hein. Parce que je dois faire un discours. Ton père est décédé cet été. Hein. Oui, mon père est mort en avril. En avril, là, 2005, là. Et voilà. Et je suis allé l'enterrer là, à l'instant où on parle, ça fait à peine 5-6 mois que mon père est décédé. Et ça arrive en pleine saison. Et j'ai annulé aucune date. Je suis allé enterrer mon père, j'ai continué de jouer. Et quand je vais enterrer mon père, c'était une personnalité politique, donc il y avait 1200 gus à l'enterrement, dont plein de prêtres qui se sont dit c'est l'occasion pour nous de faire la messe de l'année, tu vois. Et donc t'as un prêtre qui est là et qui parle. Et en fait, le mec, il parle pas un mot d'anglais, mais il se dit bon, il y a quand même 1200 personnes, faut que je montre que je suis un peu bilingue. Donc là, il se lance et c'est catastrophique, quoi. For us to kiss together, brothers and sisters. Et je note, je fais ok, lui, il est chaud. Et après, c'est à moi de parler. Et donc, je commence par dire un peu l'incantation qui vient avec mon nom de famille. Chez nous, on dit Zangbidi Tekbe Aoule Magnon Doulegbe Okia Kia. Après, je dis aux gens, bon, désolé parce que ma maîtrise n'est pas folle, mais je pense qu'elle est au même niveau que ce monsieur qui a essayé de parler anglais tout à l'heure. Et donc là, la salle, ce qu'on appelle une blague de contexte, tu vois. C'est ce qui s'est passé. C'est le plus fort en humour. En humour, un truc qui s'est passé avant. Ouais, le plus fort, c'est la blague de contexte. Une blague qui est dans le contexte dans lequel vous êtes, qui est créée que là, pour là. Quand c'est bien fait, ça c'est... Mais ça, tu avais prévu ça, du coup? Non, mais comme je suis expérimenté, quand je le vois... T'as le réflexe tout de suite. Je me dis... Ça, c'est pas mal, tu vois. Et donc, quand j'y vais, ben, je commence par le sacrifier au dieu Odin avant de faire mon histoire. Je l'égorge chez l'hôtel de la honte sans pitié, quoi. Je le prends, je le finis, le prêtre, quoi. Le mec, je le sacrifie. Donc, les gens, ils sont morts de rire. Et je dis pareil, j'ai fait 5 messes depuis le début de la semaine. Autant vous dire que je suis pas au courant s'ils ont insulté mon père. Donc, les gens... Puis, comme c'est un peu un contexte de tension à l'enterrement, donc les gens ont authentiquement rire parce que ça leur faisait du bien. Ouais, ça fait du bien de rire. Ouais, donc j'ai fait un 5 minutes à l'enterrement de mon père. J'ai fait un gros 5 minutes, hein. Incroyable. Ah ouais, après j'ai parlé. Mais t'es arrivé à faire des blagues? J'ai fait des blagues parce que l'humour a toujours été en Afrique, en tout cas, une façon d'exorciser. Je pense que c'est aussi le cas en Europe, mais moi, nos parents nous cognaient beaucoup quand on était enfants, et souvent, quand on était enfant, on se foutait de la gueule du mec qui venait de se faire frapper par le père. Et ça nous permettait de rigoler, de passer un peu à autre chose. J'ai toujours utilisé l'humour comme façon de mettre un peu à distance l'émotion. Comprends? Parce qu'elle est là, l'émotion. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je chiale devant un micro? Ou non? On vient d'une éducation où on est un peu digne, on prend un peu sur nous. Tu peux être digne et puis être triste. Je suis triste, mon frère, mais ça veut dire quoi? Il n'y a pas besoin de faire ce que je voulais vous dire depuis le début. Non, il faut rester un peu stoïque, justement, tu vois, un peu digne, et dire, voilà qui était mon père. On ne s'est pas toujours bien entendu, mais comme c'est un hommage, je vais vous dire ce que j'aimais chez mon père. Donc je commence par plein de blagues, et après je dis, voilà les qualités que j'aimais chez mon père, repose en paix, tu vas me manquer, c'était mon père. Donc on peut dire ce qu'on veut, c'était mon père. Et je peux te dire que perdre un père, t'as le sentiment qu'on te coupe quand même de quelque chose d'important. Même si tu le voyais pas souvent. Oui. Mais quand tu perds ton père, tu te dis, j'étais en tournée, on m'a dit qu'il était malade, on avait commencé à se reparler un peu, hein, mais un peu seulement. On commençait à renouer un peu, parce qu'avec mon succès après, il m'a réécrit. Quand il a su que j'allais faire le Grand Rex, par exemple, mon père, il m'a écrit pour me dire qu'il était fier de moi, il a eu l'occasion de le faire. On a commencé à parler, il était malade. Donc je payais, comme font beaucoup d'Africains ici, je payais pour les soins de mon père au pays. Je lui ai envoyé une machine pour respirer, parce qu'il avait une fibrose, je crois, au poumon et tout. Donc je lui ai envoyé une machine pour qu'il puisse respirer correctement et tout. Et il était malade. Moi, j'étais en tournée à l'époque, à Marseille. Je sais qu'il est malade, donc je prépare ce qu'on appelle une évacuation sanitaire. En gros, je suis affrète une sorte des places dans l'avion pour qu'on puisse l'amener ici et le soigner plus efficacement, parce qu'au Bénin, c'est pas ouf. Sanitairement, on est un peu en insécurité. Donc, je voulais l'amener ici pour le faire soigner. Après, on me dit, il perd ses jambes. Donc, je dis, bon, ok, là, je connais le gars. C'est des gars très fiers. Donc, je me dis, s'il n'arrive pas à marcher, il va pas trop se battre, quoi. Tu vois, il va se laisser partir. Donc, je me dis, il faut que je prenne l'avion et que j'y aille. Je fais mon sac. Et quand je vais à l'aéroport, on m'appelle, on me dit, il est mort. Avant que tu partes? Ouais. On me dit, il est mort. Donc là, t'as beaucoup de regrets parce que pendant 14 ans, on ne s'est pas adressé la parole. Ouais, pendant 14 piges, on ne s'est pas adressé la parole. Et tu dis, quand même, c'est 14 piges. 14 piges où on aurait pu faire quelque chose, quand même, tu vois. C'est comme ça. T'as eu le temps de lui parler? Tu disais, t'as renoué un peu le contact, t'as eu le temps de lui parler un peu avant qu'il parte? Ouais, je lui ai parlé un peu, mais on a perdu beaucoup de temps. Il y a des moments qu'on n'a pas vécu. Mais tu vois, mon père, quand j'ai commencé à être dans ce milieu, à réussir, et qu'on a commencé à un peu mal parler de moi dans mon dos, me vanter un peu des histoires, j'ai eu l'occasion de parler à mon père. Je lui ai dit, mais comment t'as géré, toi, la diffamation, les histoires dans le dos, les mensonges? Parce que nous, dans notre milieu, quand on n'aime pas quelqu'un, il faut préciser aux gens, quand on n'aime pas quelqu'un dans notre milieu, on invente une histoire.
voilà, on crée un contexte pour lui chier dessus. Tu vois ce que je veux dire? Quand on n'aime pas quelqu'un, on s'en prend directement à son image.